mourir. Donc oui, cheveux en Céline Dion, tout comme ma toute première vidéo en 2018. Franchement j'étais comme ça. C'est drôle. Parce que ventilo, parce que sinon je vais mourir et je dois boire parce que je vais mourir. En fait, il fait combien? 25. Il fait 25 dans ma chambre, mais il fait 42 dehors et il est 4 h du matin donc... Bonsoir, alors non seulement c'est la canicule, j'en peux plus, mais en plus ça fait 107 ans que j'ai pas fait un bilan lecture comme d'habitude. Je sais, je vous dis ça à chaque bilan lecture, mais là je vous avoue que même moi je croyais pas que j'avais attendu aussi longtemps. Je me rappelais plus, désolée. Prenez de quoi manger, prenez de quoi vous mettre en position allongée, assise et tout parce que ça va être long. La dernière fois que je vous ai fait un bilan lecture, on en était à Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson. Je suis désolée si vous entendez le ventilo, mais genre vraiment j'ai la tête dedans. Déjà là j'ai trop chaud parce qu'en fait il ventile plus en dessous de mes cheveux et pas trop dans ma tête. Et donc j'ai un peu chaud au niveau du front, vous voyez. Bref, on en était à Mysteries of Thorn Manor et depuis j'ai lu plein de trucs, mais alors c'était il y a longtemps. Attendez, c'était quand? C'était en... Pardon. Attendez, j'ai cru en novembre, j'allais dire. Alors, c'était en mars, donc c'était le 11 mars que j'ai lu Mysteries of Thorn Manor. Je venais de refaire ma bibliothèque, oulala, donc... Voilà, c'était il y a longtemps, donc autant vous dire que certains de ces livres je me rappelle plus quelques quoi dont où, mais je me rappelle généralement de ce que j'en ai pensé, donc c'est déjà bien. Notamment quand c'est des favoris, donc là ça va bien aller. Par contre les livres sont hyper lourds, je vais mûrir. Voilà, donc c'est les livres de Carissa Broadbent. Les autres livres de l'autrice je les ai mis en brochet sur ma wishlist parce que c'est pas possible, ils sont trop lourds en relief. J'arrive pas à les porter. Donc bref, c'est cette saga Daughter of No Words de Carissa Broadbent. C'est la première saga de l'autrice, c'est la première qu'elle a écrite, et après elle a écrit The Serpent and the Wings of Night, qui est la nouvelle roman de Tessie, le nouveau Akotar, la nouvelle Sarah J. Maas, etc., etc. Et donc j'ai lu sa première série aussi et j'ai adoré, c'est également un coup de cœur. Est-ce que je préfère plus The Serpent ou celle-là? En fait j'ai un attachement très particulier à ce tome 1 que j'ai aimé beaucoup. Parce que c'est un tome où il y a beaucoup de romance et où en plus nos personnages ne font pas grand chose. En fait ils vivent ensemble, ils sont obligés de vivre ensemble. C'est Enemies to Lovers, c'est Grumpy Sunshine, lui il est très grumpy, il est très grognon et elle est très mignonne, très sunshine, et ils doivent vivre ensemble. Et il y a beaucoup de pages où juste ils font pousser des plantes dans leur jardin et ils discutent un peu. Mais lui il parle pas trop parce qu'il est trop énervé et elle est toute mignonne. Et vraiment j'ai adoré, c'était trop bien. Donc j'ai vraiment adoré ce tome 1 parce que la romance était plus présente. Mais du coup après ça part en cacahuète, et c'était déjà en cacahuète dès le départ parce qu'on parle d'une jeune fille qui était esclave et qui a réussi à s'enfuir en tuant son maître. Après elle arrive dans un autre pays et elle veut devenir une guerrière pour pouvoir retourner dans son pays à elle et libérer tous les esclaves. Donc elle va devoir se battre, il va y avoir des guerres, etc. Le monde va changer. Et donc ils commencent à se battre dans ce tome 1. Ensuite ça se bat encore dans le tome 2. Donc j'ai lu le tome 2. Très beaucoup de batailles. Et Carissa Broadbent, j'ai vu sur Instagram comment elle faisait comment elle planait ses livres. En fait elle a un tableau où elle met des post-it, où elle met ce qu'elle va faire en fait dans le livre, où elle plane, elle programme en fait. J'avais vu ces post-it et j'avais vu bataille numéro 1, bataille numéro 2, bataille numéro 3. J'étais en mode mais madame, parce que moi normalement dans les romans Tessie que j'aime il y a une bataille finale, mais après le reste c'est mignon. T'as vu que là elle non. Au début il y a une bataille, donc tu crois qu'ils vont mourir. Après il y a encore une bataille, tu crois encore qu'ils vont mourir. Après il y a encore une bataille, tu crois encore qu'ils vont mourir. Après tu sais pas c'est quoi la bataille finale finalement, au final de la finalité, parce que il y a trop de batailles. Donc voilà, ils se battent. Il y a plusieurs méchants, du coup c'est assez sympa. Et en soi les scènes de baston sont bien faites, et c'est l'écriture de Carissa Broadbent, et c'est hyper intéressant parce qu'on a notre couple et comme ils sont en train de se battre et en train de mourir, on a peur.
pour eux et on veut pas que ça arrive. Donc du coup les enjeux sont importants, etc. Et on peut quand même développer des caractères même dans une scène de bataille, mais des caractères, des personnages, purée, je parle en anglais, désolée. On peut quand même développer les personnages dans les scènes de bataille, mais je voulais qu'ils soient plus développés. Un peu moins de scènes de bataille, vous voyez ce que je veux dire. Donc là il y en avait beaucoup. Et dans le tome 3... Dans le tome 3 c'est pareil, voilà, aussi beaucoup de scènes de bataille et au final comme on en a eu plein dans le tome 2, on en a replein dans le tome 3 et c'est censé être le dernier, on est en mode tu vas faire quoi en fait à la fin parce que les enjeux sont énormes. Bon elle y arrive hein, franchement elle est trop forte, elle y arrive, les enjeux sont énormes à chaque bataille, si bien que la dernière bataille les enjeux sont au paradis là. Et voilà, mais après on a la dernière bataille, on est en mode ah enfin. Et donc voilà, mais j'ai adoré cette saga, j'adore ces personnages, je les aime trop, j'adore la romance, même s'il y en avait peu dans le tome 2 et le tome 3, mais j'ai adoré et j'ai adoré l'écriture de l'autrice et j'adore cet univers et c'était incroyable, c'est trop bien. Donc toujours Carissa Broadbent, j'ai lu tous ses livres parce que, enfin pas encore, j'ai pas lu le tome 2 de The Serpent and the Wings of Night, alors que ce tome 1 se finit sur un gros cliffhanger, et le tome 2 est sorti et je l'ai pas lu mais parce que je me le garde. En cas de disette, en cas de grosse dépression, à ce moment-là je lirai tome 2. Et en fait dans cette même série, donc là c'était une autre série, la série Daughter of No Worlds, je crois que c'est War of Lost Hearts, je sais plus, elle a un nom cette série mais bref, c'était une autre série, ça c'est une autre série, c'est The Crown of Nyaxia, c'est une série qu'elle a fait. Et dans cette série il y a The Serpent and the Wings of Night, il y a le tome 2 qui est sur le même couple et elle va faire des duologies comme pour le Pont des Tempêtes si jamais vous vouliez savoir, de Daniel L. Jensen. Elle a fait pareil des petites duologies sur des couples en fait et j'aime trop. J'aime trop, on est toujours dans le même univers mais par exemple le Pont des Tempêtes ça fait tome 1 et 2 sur le même couple, tome 3 et 4 sur le même couple, tome 5 et 6 sur le même couple, je sais pas si vous avez compris mais là ça va faire pareil. Et donc on est dans cet univers là, elle a écrit ces livres là, elle a écrit aussi cette petite nouvelle que j'ai lue, que je viens de recevoir, je viens de la recevoir en cadeau d'anniversaire par Eric. Eric si tu passes par là, je viens de l'ouvrir dans mon unboxing et je me disais attends mais il va pas être dans mon bilan celui-là et comme ça j'aurais pas à mettre la photo et je l'aurai en vrai. J'étais trop contente, c'est trop bien tombé. Donc bref je l'ai lu cette toute petite nouvelle, j'ai mis 4 étoiles parce que c'est trop petit madame. Parce que voilà, c'est le problème des nouvelles, c'est que je suis à fond, je suis là ouais trop cool, après ça s'arrête et je suis là et bah alors. Mais j'ai adoré, c'est quand même l'écriture de Carissa Broadbent, c'est toujours aussi bien, on est toujours dans ce monde de Crown of Nyaxia où il y a des vampires, différentes maisons de vampires, différentes houses de vampires, et on a des dieux qui sont affreux, qui sont très affreux et qui font aussi partie de l'histoire. Ils viennent, ils sont là en tant que personnages et ils arrivent, bon, ils ont pas l'air d'humains normaux quand même, ça se voit que c'est des dieux, ça se voit, mais ils font des trucs assez affreux et ça rappelle la mythologie grecque donc du coup j'aime bien. Et ouais franchement c'était trop bien et c'était très romantique. Là on a une jeune femme qui en fait tout son village est atteint d'une maladie, zut comment ils disent ça, d'une sorte de peste mais c'est version fantasy. Et sa sœur est atteinte de la maladie, elle l'a pas encore mais en fait elle voudrait pouvoir sauver les gens de ce village parce que tout le monde meurt et puis ils meurent et c'est tout en fait et personne leur vient en aide. Et parce que tout ça à cause d'un dieu qui les a maudits, il est venu, il a maudit tout le village et tout le monde est en train de mourir donc thank you very much. Elle en a ras les cacahuètes. Elle est un petit peu scientifique, elle aime bien rechercher des trucs de science et etc. Elle se dit bon j'en ai marre, j'ai entendu des rumeurs comme quoi le sang de vampire ça pouvait aider à guérir etc. Mais personne n'ose approcher un vampire. Et donc moi je vais aller voir le vampire qui est tout seul cloîtré, ça c'est trop drôle. Il est cloîtré dans son manoir au milieu de la forêt, en autarcie là. Il est tout seul parce qu'il aime pas les gens. Représente. Et donc c'est connu qu'il y a ce vampire qui vit tout seul dans son manoir dans la forêt et personne n'ose l'approcher. Et elle est là bon ok j'y vais, elle y va, elle toque à la porte, elle est en mode bonsoir il me faudrait votre sang s'il vous plaît. Et lui il est là mais madame
vous êtes au courant que je peux vous manger en fait, enfin vous pouvez mourir du coup. Puis elle est là, ouais mais bon c'est un cas désespéré donc vas-y donne ton sang. Genre vraiment c'est ça. Et ils vont tomber amoureux, c'est trop mime, c'était trop bien. J'ai adoré. Mais 4 étoiles parce qu'il est pas assez. Ensuite j'ai lu A Dawn of Onyx de Kate Golden, qui est une autrice américaine qui m'a envoyé son livre. Elle me l'a envoyé via Amazon et je suis trop fière parce que je le voyais en fait sur les chaînes des américaines. Je voyais toutes les filles qui lisent de la romantasy, les américaines, avoir ce livre. Et du coup je l'avais mis dans ma wishlist et je m'apprêtais à l'acheter sur Amazon. Quand l'autrice m'a contactée, je vous dis pas comment j'étais fière, j'étais trop fière. Et donc voilà, j'ai mis 3 étoiles à ce livre parce que c'est une romantasy qui est pas mal, mais il n'y a pas coup de cœur. C'était pas assez bien fait à mon goût. Au niveau de l'écriture, en fait, ça se voit que c'est, je pense, l'un des premiers livres de l'autrice ou son premier livre, parce que les personnages sont pas assez développés, le monde de fantasy pas assez développé non plus, et les dialogues, voilà, on a un petit truc enemies to lovers, tout ça est un petit peu embarrassant, un petit peu cringy parce que les punchlines ont l'air un petit peu forcés, vous voyez ce que je veux dire. Mais en soi c'est tout ce que j'aime, et il y a tout ce que j'aime là-dedans, c'est juste pas exécuté de manière excellente en fait. Dans cette histoire on a une carte avec des pays qui ont des noms suivant des pierres, voilà, des pierres précieuses. Donc il y a le pays de l'onyx, le pays de l'opale, de machin bidule. Et nous, notre fille, elle vit au pays de l'ambre. L'amber, on dit l'ambre en français ou je sais pas, Kingdom of Amber. Et en fait l'Onyx, le Kingdom de l'Onyx, donc le pays de l'Onyx a attaqué le Kingdom de l'Amber. Les villageois, en fait on est du côté de la fille qui est une villageoise de Amber, elle sait même pas pourquoi ils se sont fait attaquer. Elle est vraiment en mode, déjà on était pauvres, on n'avait rien de très intéressant sur notre terre, et les gens de l'Onyx ils nous ont attaqués mais pour zéro raison. Et donc c'est ce qu'elle pense pour le moment. Et en fait il va y avoir un truc shady qui va se passer avec son frère qui est parti à la guerre mais qui va revenir, et en fait il a fait des bêtises, il a fait n'importe quoi et tout, et elle doit réparer ses bêtises à lui, et donc elle va finir par se faire kidnapper par les gens de l'Onyx. Là elle va finir dans le pays de l'Onyx, en prison tout d'abord, puisque voilà c'est elle l'ennemi, donc voilà. Elle arrive en prison et là elle a un mec à côté d'elle dans sa cellule qui est trop beau et trop charismatique et trop amazing et machin, et ils ont une tension enemies to lovers. Et il y a un truc et machin et des trucs. Et en fait moi j'ai cru que ça partait sur le prisonnier ou le truc comme ça. Je vais vous dire un mini spoiler, mais ça arrive au tout début, donc de toute façon vous allez capter. Mais en fait ce prisonnier, si jamais je mettrai spoiler, vous pouvez passer si jamais vous voulez lire ce livre, je crois qu'il va être traduit en français. Mais finalement ce prisonnier se trouve être le roi de l'Onyx, là, du pays de l'Onyx. Pourquoi il est en prison, vous verrez pourquoi. C'est bête. Et ça se retrouve être le roi, mais donc du coup moi je croyais que c'était une trope un petit peu c'est le prisonnier, donc c'est aussi, on est dans le kingdom des méchants, l'Onyx ils sont méchants et tout, et on est avec quelqu'un qui est gentil et qui est de notre côté et qui est aussi un prisonnier, et on va voilà découvrir un autre pays à travers lui, etc. Et en fait non, c'était le roi de l'Onyx qui était là au milieu dans son propre royaume enfermé. Bref, donc ça m'a un peu surprise, et ça mélangeait un peu trop de tropes en même temps, et du coup j'étais déçue parce que moi je voulais le truc du prisonnier en fait. Je voulais voir comment il s'évade et tout, mais en fait on s'en fout. Bref, donc voilà, et puis on va avoir une romance bien sûr, et notre jeune femme petit à petit elle va randomly, mais très randomly, apprendre à se battre aussi, parce qu'elle est guérisseuse, elle a un pouvoir de guérisseuse. Donc je vous dis, c'est tous les petits trucs que j'aime bien dans la romantasy. Il y a le truc qu'elle est guérisseuse, donc c'est pour ça à la base qu'ils l'ont enlevée, parce que elle peut guérir les gens, etc. Donc elle va être forcée de guérir des gens de l'Onyx. Et en fait elle va rencontrer un monsieur qui est un vieux maître d'armes de je sais pas où, qui va la prendre sous son aile et qui va lui apprendre à se battre. Et on est là, ok. Very nice. Et après romance enemies to lovers, et il y a une guerre, et elle va se rendre compte de ce qui se passe vraiment entre ces pays, parce qu'elle n'est pas vraiment au courant finalement. Et le truc c'est que à la fin ça mélangeait des trucs, ça mélangeait beaucoup de trucs. On partait sur un truc avec des fées, avec du folklore, vous voyez, du folklore
fées, avec des dragons, avec des sirènes, avec des... enfin plein de créatures différentes mais qui ont popé vraiment tout en même temps à la fin. Et des plot twists et des trucs et des ah en fait lui c'est un fée et lui c'est un mage et lui c'est un machin et trucs. Et sauf qu'on nous a pas expliqué tout le long du livre. La fille elle se dit quoi? Et nous on se dit quoi? Et je pense que ça va être un peu plus développé dans les prochains tomes. Mais je trouve que c'était trop regroupé sur la fin. Du coup ça faisait vraiment what the fuck où à la fin on nous disait ah au fait ce livre parle de fées, de magie, de machin, de trucs. Alors que tout le début on n'avait rien. Et j'étais mais... Donc voilà ça m'a un peu confusée. Mais en soi il y a tous les ingrédients qui sont trop bien pour de la romantasy. C'est juste que pas exécuté parfaitement, mais je pense que il va sortir en français je pense. Je pense qu'il va être traduit. Et du coup je vous recommande de le tester. Après ma caméra elle chauffe. Je sais, mais... bref, on va faire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà, ensuite j'ai lu la petite nouvelle dans la saga Witchwalker de Charissa Weeks. Donc c'est The Wolf and the Witch ou The Wolf and the Witch, qui est le tome 3 de la saga Witchwalker, le tome 1 étant The Witch Collector et le tome 2 City of Ruin, que j'ai adoré. C'est une de mes sagas romantasy préférées de l'année et va être traduit chez Bookmark, tout comme Serpent and the Wings of Night. En fait la plupart des romantasy que j'aime bien vont être traduites chez Bookmark si jamais vous vous demandez. Donc ils vont traduire Witchwalker. Je suis trop contente. Ça va être trop bien. Bref, j'aime trop cette saga et c'est super original. On a le tome 1 et le tome 2 qui sont sur des personnages en particulier. Je vous avais dit que le tome 2 ça nous introduisait un peu plus de personnages secondaires et leurs histoires d'amour et des trucs comme ça. Et donc c'était hyper intriguant. Le tome 2 était beaucoup mieux que le tome 1, mais en même temps j'ai une petite affection particulière pour le tome 1 parce que ça se passe dans la neige et on a vraiment notre petit couple qui se découvre et qui apprennent à se connaître et... bref. Mais le tome 2 était à fond les ballons, des plot twists de partout et surtout les personnages secondaires qui arrivent vraiment dans l'histoire. Et là dans le tome 3 c'est presque sous forme de nouvelle parce qu'il est pas très long, mais c'est un tome qu'il faut lire dans ce sens là. En fait il faut lire dans le bon sens, c'est vraiment le tome 3, mais ça ne suit pas les personnages qu'on voyait dans le tome 1 et 2 parce qu'on a un gros cliffhanger à la fin du tome 2 sur nos personnages principaux. Il se passe un truc, on est en mode mon Dieu Seigneur Jésus, vais mourir personnellement. Et ensuite le tome 3 reprend où cet événement s'est passé et nos personnages principaux font leur truc dans leur coin, mais on sait pas ce qui se passe. Et on suit d'autres personnages qui sont ailleurs mais qui font un truc dans la même timeline, donc qui font un truc en même temps. Et c'est important de lire ce livre là avant que de sorte, bah de toute façon il n'est pas encore sorti, le 4 est le résultat du cliffhanger, hein, donc voilà, de toute façon je peux pas savoir, hein, donc de toute façon je suis obligée de lire le 3 avant de lire le 4. Il faut lire le 3 avant parce que ça nous explique ce qui se passe en attendant de ce qui se passe dans le tome 4. Je sais pas si vous avez compris mais c'est la même timeline et je trouvais ça hyper intéressant et j'étais trop contente de voir... ça change un peu, en même temps on a ce cliffhanger donc on veut trop savoir ce qui se passe avec nos personnages principaux. Donc j'étais un peu... mais en même temps ça changeait un peu, on avait d'autres personnages, on avait une autre romance, un autre truc. Et ça nous tient en haleine et ça tient en haleine aussi le cliffhanger, le gros cliffhanger là qu'on attend et tout. Et franchement c'est trop bien fait, c'était trop bien, c'était trop cool. J'ai adoré, la romance était... incroyable, c'était trop bien, ça se passait dans la neige encore, là dans le royaume de la neige. Même le love interest c'est un dieu, c'est le dieu du nord, le dieu de la neige, genre le dieu the god of the north et tout ça, et bref. Et c'est un dieu et il peut faire des trucs mon gars. Il y a notamment une scène olé olé, je vais me souvenir toute ma vie de cette scène, mais toute ma life, parce que franchement j'en ai lu beaucoup des romantasy où il y avait des trucs qui étaient possibles, qui étaient assez fantastiques, n'est-ce pas? Mais alors là, la scène olé olé avec un dieu... Bref, c'était incroyable, trop bien. Marqué à vie, marqué au fer rouge. Bref, c'était trop cool, j'adore cette série, je suis trop contente qu'elle soit traduite, donc j'ai mis 5 étoiles. Of course. Ensuite j'ai lu sur Nextoto, sur Nextory, qui est une application pour lire des livres. Vous pouvez lire sur votre téléphone du coup des livres en e-book
ou des livres audio. Et là j'ai lu en audio, j'ai lu ce livre là, même si je l'avais. Oui je l'avais dans ma bibliothèque, mais j'étais pas bien, je pouvais pas me lever de mon lit. Je suis dépressive et donc ça m'arrive souvent, je peux pas me lever de mon lit, je suis pas bien et tout. Et donc j'étais là mais j'ai quand même envie de lire, et donc ce que j'ai fait c'est que hop, les petites oreillettes, et j'ai mis ce livre là, on me l'a lu dans mes petites oreilles et je l'ai lu et c'était trop bien. Et bref, vive Nextoto et vive les livres audio. Et si vous voulez tester Nextoto d'ailleurs, j'arrête d'appeler ça comme ça, Nextory, vous avez mon lien en barre d'infos pour tester 45 jours gratuits, donc vous avez 1 mois et demi gratuit pour tester. 1 mois et demi gratuit de livres, bref. Mon meilleur partenariat, nous ne dirons rien. Mais donc j'ai lu Witch and God sur Nextoto et j'ai adoré, c'était vraiment très très bien. J'ai mis 3 étoiles. J'ai mis 3 étoiles pour ce tome 2 et je crois que je mettrai 3 étoiles pour la saga. Il me semble que pour le tome 1 j'avais mis, je sais plus si j'avais mis 4 ou 3. J'avais peut-être mis 4 parce que je voulais que ça reflète le fait que j'ai bien aimé. Mais c'est pas vraiment un 4, en fait c'est pas un 4 et c'est pas un 3, c'est un 3,5 pour moi. Je l'ai même noté, là je crois que j'ai mis 3,5 sur mon Goodreads. Parce que c'est vraiment cet entre-deux où c'est une série qui est super sympa. C'est une romantécie particulière parce que c'est une romantécie plus détente, pas très angsty, vous voyez, pas très oh là là drame, truc horrible et machin, plus sympa et plus rigolote et plus... ça passe le temps, vous voyez, et ça divertit, mais moins gros enjeux. Ça a quand même des thèmes dark et sanglants parce que là on se retrouve quand même en enfer avec Hadès et Perséphone. Toute cette saga c'est des sorcières et des dieux qui se font la guerre, et donc on a les dieux de l'Olympe avec Zeus, machin bidule machin, comment ils s'appellent les autres là, bref les autres. Voilà, les dieux grecs, et on a nos sorcières, et en fait les sorcières et les dieux ne peuvent pas se saquer, on fait la guerre entre eux. Et là ils ont décidé d'arrêter de faire la guerre. Et ils ont décidé que pour arrêter de faire la guerre, dans le tome 1, ils allaient marier un dieu avec une sorcière. Les marier comme ça, c'est un gage d'amitié. Et donc voilà, donc c'est ce qui se passe dans le tome 1. Et là le tome 2, on suit la sœur de la sorcière qui est dans le tome 1. Et on est beaucoup plus dans le monde des dieux, et notamment aux enfers du coup avec Hadès et Perséphone. Et l'ambiance était immaculée, l'ambiance était trop bien, parce que autant dans le tome 1 on était dans notre monde à nous, c'était très urban fantasy. Autant là on est vraiment dans le monde de fantasy et dans le monde des dieux grecs, et j'ai adoré, c'était trop bien. C'est très rigolo, il y a beaucoup d'humour là-dedans, c'est pris un petit peu à la légère et tout. Et ça va très vite aussi au niveau de la romance, si bien que là par exemple c'est un enemies to lovers, les deux ne peuvent pas se saquer, la sorcière et le dieu là, le dieu avec qui elle va finir. Et en fait ils se rapprochent. Et au bout d'un moment ils sont en mode en fait je te déteste pas, et t'étais là oui mais... Enfin on n'y croyait pas en fait à leur enemies en fait, donc voilà, ça va assez vite. Pareil, les scènes olé olé sont là, sont présentes, mais pareil elles sont là, mais voilà, elles étaient là, j'étais en mode ok. Et voilà, en fait je sais pas, c'est... J'étais pas à fond dans l'histoire, genre oh là là qu'est-ce qui va se passer, mais je me disais purée trop bien, genre c'est trop cool. J'étais trop contente d'être dans mon histoire et j'ai bien aimé, je voulais quand même savoir ce qui se passait, etc. Et je trouve ça trop cool, et donc je pense que je vais me... Moi je me réserve le tome 3 en audio sur Nextoto pour quand je veux lire une petite saga comme ça, sympa, où en plus je peux faire plusieurs choses en même temps parce que c'est pas une fantaisie ultra compliquée où on comprend rien, tout nous est très bien expliqué, du coup je peux multitask avec mon audiobook et ça me détend et c'est super et c'est sympa. Donc voilà, je trouve que cette série est très sympa, et c'est une romantécie française écrite par une autrice française, donc voilà, je vous recommande sur Nextoto en audio. Ensuite j'ai essayé de lire Nightshade de je ne sais pas qui, Kerry Lake, parce que je l'avais vu sur une chaîne d'une américaine. Voilà, j'avais vu ce livre, elle adorait trop, elle disait que c'était de l'urban fantasy, bitolito un petit peu, et oh purée je le confonds totalement avec un autre livre que j'ai lu après. Vous allez voir, je vais vous parler beaucoup plus loin du livre The Book of Azriel, mais franchement la même chose, le même livre j'ai l'impression, bref je les confonds trop. Donc du coup Nightshade je me rappelle plus. C'était... Ah oui, il y avait beaucoup de rapports avec la religion, donc c'était... Ah oui, on avait des... Ça revient. On avait des flashbacks entre les années, mais alors c'était 1700 je sais pas quoi, et notre temps à nous, où on a une jeune femme, elle avait un nom trop bizarre.
mais vraiment trop bizarre, je me rappelle plus. Elle s'appelait comment? Lustina. 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 Donc bref, Lustina, qui dans les années 1700, sa mère se fait brûler au bûcher parce qu'on pense que c'est une sorcière. Et elle, la petite fille, elle finit dans un couvent, elle est hyper maltraitée et tout, on comprend pas trop ce qui se passe. Et après on voit qu'on est dans notre temps et qu'on a un peu la réincarnation de cette petite fille Lustina là. Je sais plus si elle est pas détective privée ou un truc du genre, je crois. Mais voilà, elle se balade dans les rues de New York ou de je sais pas quoi. Elle a l'impression d'être suivie tout le temps parce qu'en fait elle sait qu'il y a un mec qui la surveille depuis qu'elle est gamine, mais genre depuis qu'elle est toute petite. À chaque fois, à chaque coin de rue, elle voit ce mec qui la surveille et qui est jamais venu vers elle, mais qui la surveille si jamais elle est en danger. Elle est en mode ok, j'ai mon petit ange gardien, donc je sais pas, elle a jamais rencontré ce mec et un truc comme ça. Est-ce que c'est elle qui part dans un... je confonds avec l'autre. Ah oui, je crois que c'est elle qui va partir dans un monde de fantaisie avec une potion ou je sais pas quoi. Se retrouver avec un vampire dans un manoir qui va l'héberger. En fait ça va être son love interest et en fait on va se rendre compte que peut-être que c'était le gars qui la surveillait. J'en sais rien. Et peut-être que c'est le même gars qui par le passé avec Lustina là était avec la jeune fille là. Bref, mais au niveau du passé on était vraiment en chasse aux sorcières, truc de religion. Et truc où notre jeune fille était très maltraitée et elle rencontrait notre garçon du coup qui était un monsieur riche et cruel et assez horrible et qui était très cruel avec la petite et qui était insupportable et elle va quand même tomber amoureuse de lui et déjà j'aimais pas leur dynamique de quand ils étaient dans le passé donc après j'ai DNF. Voilà, j'ai DNF. DNF ça veut dire did not finish, donc je n'ai pas fini, je me suis arrêtée à 30%. Ce livre était très long. C'est l'année des DNF d'ailleurs, hein, je vous préviens, mais vous allez voir dans tous ces bilans lecture. Cette année, si je suis pas à fond, si c'est pas un énorme coup de cœur, le livre, je perds pas mon temps. Du coup, je ne finis pas. Mais donc, j'ai lu ensuite des petits mangas. J'ai lu le tome 3 de Nina du Royaume aux Étoiles, qui est une... je sais pas pourquoi je chante. Qui est une romantasy, un manga romantasy que j'adore. Sur cette petite jeune femme qui s'appelle Nina, qui à la base est dans la rue. Oui, elle vit dans la rue, mais en fait... elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la princesse qui est dans le château, sauf que la princesse va disparaître et les gens dans le château ils veulent pas annoncer au peuple que la princesse a disparu, donc ils cherchent un sosie et ils vont trouver Nina dans la rue et ils vont lui dire tu ressembles comme deux gouttes d'eau à la princesse, allez viens tu deviens princesse, c'est bon. Et bien des choses vont se passer ensuite. Il n'y a pas tellement de magie et de trucs fantastiques, je me rends compte jusqu'à maintenant dans ces tomes. C'est juste histoire de prince-princesse dans un royaume de fantasy. Mais voilà, il n'y a pas de grosses manifestations de magie ou de trucs comme ça. C'est plus intrigue de cour, etc. Et notre jeune fille Nina, elle doit se débrouiller en étant princesse. Et là, elle va partir dans un autre pays pour épouser ce prince-là, pour essayer d'arranger les choses entre leurs deux pays, etc. Et lui, il est ultra méchant. Et je l'aime pas. Il est méchant, je l'aime pas. Je l'aime pas et moi je suis amoureuse de l'autre là parce qu'en fait il y a un triangle amoureux et il y en a un autre. Si je vous montre la dernière page c'est un peu spoilé. Où il est l'autre? Où il est mon amoureux? Où il est? Où il est le monsieur? Montrez-moi. Bon là on a les personnages. Ça c'est mon amoureux, ça je l'aime beaucoup et lui je l'aime pas. Et donc du coup dans ce tome là on était que avec lui et je l'aime pas du tout. Et donc du coup j'ai mis 4 étoiles. mais j'aime toujours autant cette saga, c'est très bien. Et puis j'ai eu un coup de cœur manga juste après sur ce petit manga là, un manga yaoi. Donc c'est yaoi, ça veut dire relation entre deux hommes, donc c'est un MM. Mais masculin. Bref, c'est deux garçons qui sont ensemble. Et c'est trop bien, gros coup de cœur sur ce manga. Je crois que c'est mon manga préféré de l'année. Je l'aime trop. C'est La Fée des Neiges de Tomo Serizawa. C'était trop cool, c'était trop bien. C'est un petit manga cocooning incroyable. C'est l'histoire de ce jeune homme, je me rappelle plus son prénom, je me rappelle plus leur prénom, mais ce jeune homme qui vient de la ville, en fait. Non, c'est faux, c'est l'autre. C'est le jeune homme aux cheveux blancs. Il vient de la ville et il est photographe.
Il est photographe animalier, donc il prend en photo des animaux pour mettre dans des livres et tout. Enfin voilà, c'est son métier. Et il veut aller dans une petite campagne en particulier, dans un tout petit village, parce qu'il veut prendre en photo des oiseaux qui s'appellent les fées des neiges. Donc qui sont ces petits oiseaux là qui sont hyper rares et il veut absolument les prendre en photo pour les mettre dans son album et tout. Du coup il part dans ce petit village, sauf qu'il arrive, bon déjà il neige et il est coincé par la neige. Sa voiture est coincée, il sait pas où aller, il n'y a pas d'hôtel, c'est genre le petit village perdu. Donc forcément j'ai relate moi dans mon petit village paumé là. Et il y a beaucoup de discussions sur ça où il rencontre ce jeune homme. Qui a son âge d'ailleurs, mais qui a toujours vécu dans ce village et qui veut rester en fait dans ce village et qui aime bien son village et qui aime bien la façon dont il vit ici, même si c'est vraiment en autarcie parce que ils ont des conditions assez difficiles pendant l'hiver et donc du coup ils doivent planter leurs propres plantes, voilà, trouver leur propre nourriture. Et c'est hyper isolé en fait. Notre monsieur de la ville il va arriver là, il va dire purée mais t'en as pas marre, tu t'ennuies pas, what the fuck, t'es là depuis que t'es né, enfin tu veux pas aller voyager, partir dans le monde et tout. Et le monsieur qui est campagnard il va lui dire non franchement je suis bien, j'ai ce que je veux, j'ai mon travail, j'ai des gens que j'aime ici et j'aime bien la vie que j'ai ici. Et je trouvais cette conversation incroyable, bref. Et ils vont tomber amoureux et ça va être trop mimes. Il y a aussi la conversation entre... Parce que lui il aime toujours voyager et puis il est photographe animalier. Donc il est obligé un petit peu de voyager aussi. Mais ils vont réussir à avoir ce couple là où lui adore rester dans sa campagne et lui adore voyager. Et tu peux très bien... Voilà, faire un petit couple comme ça mignon où il y en a un qui voyage, il n'y a pas de souci. Et bref, c'est trop mignon. Il n'y a pas de scène olé olé si jamais vous vous demandez est-ce que il y a du spicy, il n'y en a pas, ça va pas vous surprendre. Les dessins sont magnifiques, c'est trop mime, ça se passe en hiver. Ils doivent se tenir chaud l'un et l'autre. Au revoir, adieu, j'ai mouru. C'est incroyable, c'est trop bien. Le meilleur manga de l'année. Allez hop, voilà. Ensuite j'ai essayé de lire mais j'ai DNF à combien de pourcents? 18%, j'ai arrêté à 18%. Boulevard de Flore M. Salvador. C'était une histoire Wattpad à la base, ça a été édité chez Hachette, ça a été édité sous forme de roman mais avec du graphique bien sûr. Là je ne trouve pas de page, ouais vous avez vu. Vous avez vu furtivement passer, mais en fait il n'y a que 3 planches de graphique mais bref voilà, un petit peu de graphisme à l'intérieur. C'était une histoire Wattpad et c'est une histoire Wattpad comme dans le Time. J'en ai lu plein des histoires comme ça, souvent des fanfictions One Direction. Oui, nous sommes de cette génération et donc voilà, des fanfictions sur Harry Styles comme ça, j'en ai lu des milliers qui sont très angsty, qui sont très dark en fait. C'est presque... je sais pas si je dirais que c'est une dark romance, mais en tout cas c'est... Même pas une romance puisque c'est un drame, hein. Je tiens à vous prévenir, c'est pas une romance, c'est un drame. Donc déjà, moi pas aimé, les trucs qui font pleurer, les trucs qui finissent mal, ok. Mais si vous aimez les trucs qui font pleurer, les trucs qui vraiment provoquent émotion, voilà, c'est ça. Donc voilà, il y a déjà ça. Ensuite c'est pas très bien écrit parce que c'est l'écriture Wattpad, c'est l'écriture... très générique de on a la jeune fille au début, elle nous dit vraiment je m'appelle machin, j'ai tel âge, ma mère est machin, mon père est machin, je vais à tel lycée, ensuite je me coiffe comme ça et enfin c'est vraiment des listes de trucs et voilà, c'est comme ça qu'est écrit le livre et c'est très bon, c'est simple à lire, c'est facile à lire ça c'est sûr, mais c'est pas très bien développé. Et puis c'est un peu dark parce que c'est des jeunes gens qui se rencontrent au lycée et dont le monsieur il est pas très bien, il a des soucis de santé mentale et notamment trigger warning pour automutilation et consommation de drogue je crois. Et donc nous, notre jeune fille elle va rencontrer ce monsieur, elle va vouloir le sauver entre guillemets, enfin elle va tomber amoureuse de lui, mais c'est vraiment un peu le cliché où il parle de groupe de rock, il parle... Ça me fait penser à vraiment toutes les fanfictions que j'ai lues quand j'étais adolescente et j'étais vraiment dans ce mood là quand j'étais adolescente, sauf que ça me rappelle aussi des mauvais souvenirs de mon adolescence. Ouais, on adore le lycée et le collège, voilà. Donc et notamment les gens qui se moquaient des maladies mentales, en fait c'est ça qui me... C'est pas le cas dans ce livre en soi, mais
ça me rappelait ça parce que le jeune homme, on voit qu'il a des scarifications et tout, et la fille elle se dit oh, mais qu'est-ce qu'il a, machin, et en fait dans tout le lycée c'est genre la rumeur comme quoi ah c'est un bad boy machin, et parce qu'il a des traces comme ça, c'est un bad boy et tout. Et c'est cool entre guillemets, je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'a rappelé des mauvais souvenirs de lycée là où il y avait des gens qui se faisaient exprès des scarifications mais pour avoir l'air cool et pour le truc de la mode là. Je vous jure qu'il y avait des gens qui faisaient ça dans ma classe alors que c'est quelque chose qui existe vraiment, et il y avait des gens qui faisaient ça vraiment et qui étaient atteints de maladies mentales. Il y avait des filles et parfois des garçons aussi dans ma classe qui vraiment faisaient ça, je m'en souviens, avec leur compas là, ils se faisaient des petites traces sur l'avant-bras, ils étaient là regarde je suis trop dark, ouais je suis trop incompris, et donc du coup je vais aller dans le bureau du principal, et en fait qui se moquaient finalement des gens qui avaient ça pour de vrai et qui faisaient ça pour de vrai en fait. Et c'est les trucs les plus insupportables pour moi au lycée, il y avait ça, et il y avait les gens qui faisaient semblant d'avoir des crises de panique aussi, parce qu'il y avait des gens qui avaient vraiment des crises de panique, et des crises de panique qui pouvaient se manifester aussi par vous savez, quand on respire fort ou quand on panique, quand notre on respire fort, on n'arrive plus à respirer, etc. Et il y avait des gens, encore une fois, dans ma classe qui faisaient ça, mais au moment de l'interro, bien sûr, au moment où on avait un test, au moment où on avait un truc noté, là, ils étaient là, oh, crise de panique tout à coup, je ne peux pas, je dois aller à l'infirmerie. Et c'était se moquer des gens qui avaient vraiment ça, et bref, ça m'a fait repenser à ça, je sais pas pourquoi, parce que le monsieur, il a vraiment des scarifications, il a vraiment un souci, etc. Mais la manière dont ça se propageait dans le lycée, et dont elle regardait ça, elle était vraiment en mode waouh, il est mystérieux. Et genre j'étais non, il est pas mystérieux, il a un souci de santé mentale, ça suffit. Bref, donc voilà, ça m'a un peu fait penser à ça, et c'était pas très bien écrit. Et en soi, j'aurais pu le lire, mais en fait, je me suis spoilé la fin et j'ai vu que ça finissait mal et j'étais en mode je ne crois pas, non. non. Donc je vous dis, c'est un drame, c'est pas une romance. ensuite, c'est parti en cacahuète. C'est là que j'ai fait un ridathon. Je me suis dit, je vais mettre ce livre-là dans mon ridathon de 48 heures, juste le lire vite fait et voilà, comme ça sera fait, et je suis sûre que je vais détester, j'étais sûre hein. Cette saga je l'avais vue 50 000 fois sur toutes les chaînes des américaines. On me disait que c'était de la romance bully, donc on était au lycée avec des bullies en fait, et nos jeunes femmes elles se faisaient harceler par des jeunes hommes et après elles finissent avec ces jeunes hommes, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'étais là, je vais haïr ce truc, je vais détester. Et en fait c'est parti en cacahuète, vous pouvez voir que j'ai un t-shirt Zodiac Academy. C'est grave parti en cacahuète, j'ai lu ce tome 1. Je crois que c'est parce que je m'attendais tellement à détester que quand j'ai lu ce tome 1, j'étais en mode en fait je déteste pas. Genre j'étais hyper surprise, j'étais en mode parce que j'étais prévenue que l'écriture n'était pas fantastique comme on dit. C'est pas une écriture lyrique, c'est pas une écriture alambiquée, etc. Mais d'un côté tant mieux. Il n'y a rien de mal déjà, il n'y a rien de mal à ce genre d'écriture, et en plus ça m'allait très bien pour mon mood du moment, et j'ai du mal à me concentrer des fois, et j'adore ce genre d'écriture et lire ce genre de truc qui est hyper addictif et qui est écrit, qui a un rythme hyper soutenu et qui est écrit de manière simple, comme ça, j'ai dévoré la saga, tous les livres, et j'aime bien de temps en temps avoir ce genre d'écriture plutôt que de passer 4 heures sur une page à essayer de comprendre ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je savais que c'était écrit comme ça et je savais qu'il allait y avoir ambiance lycée et tout. Et en fait j'ai adoré parce qu'en fait j'étais prévenue. Donc c'est nos deux jeunes filles qui sont des jumelles, donc c'est Darcy et Tori, qui sont des jumelles qui sont dans notre monde à nous, qui ont perdu leurs parents dans un incendie et qui vivent toutes seules. Elles essayent de se débrouiller parce qu'elles avaient des familles d'accueil, mais c'était le gros cirque et tout, vraiment aux États-Unis c'est pas bien fait, elles vivent dans la pauvreté, enfin c'est compliqué. Et là elles sont dans leur petit appart toutes seules, quand tout à coup il y a un mec qui va débarquer, qui va leur dire, un mec qui est très beau, je tiens à préciser, parce que moi à chaque fois je croyais que c'était Hagrid qui débarquait pour dire à Harry Potter qu'il devait aller à Poudlard machin, mais en fait là c'est Hagrid mais version Hagrid caliente. Et
Donc bref, Hagrid Caliente, il arrive et il dit aux deux jeunes filles je suis un professeur de la Zodiac Academy, vous allez venir avec moi, vous allez venir dans cette école, la Zodiac Academy, parce que en fait vous êtes des princesses perdues, vous êtes les princesses de notre monde. Et je vous ai retrouvées, donc maintenant je vais vous remettre dans notre monde à nous et vous allez devenir les princesses. Et elles sont là... What? Genre c'est très drôle. Et elles arrivent dans un monde parallèle au nôtre. C'est similaire à Poudlard où on a des maisons, différentes maisons. On a la maison, en fait c'est relié au... la magie dépend des éléments, en fait, des 4 éléments. Donc on a la maison du feu, la maison de l'eau, la maison du vent, la maison de la terre. Et les filles vont arriver, vont découvrir leur pouvoir, vont découvrir que en effet elles sont les filles des royaux qui étaient là avant et elles peuvent en soi reprendre le trône. Sauf qu'il y a déjà des gens sur le trône. Il y a déjà des copains de leurs parents qui avaient déjà repris le trône et notamment les héritiers de ce conseil là, des copains des parents. Une fois que la reine et le roi sont morts, c'est les conseillers qui ont repris le trône et donc là les héritiers des conseillers ils sont sur le trône en fait, et ils sont à l'école, ils sont à Zodiac Academy et ils s'apprêtent à monter sur le trône pour diriger et ils sont 4. Donc elles arrivent là-bas, elles sont en mode ah bah nous on va prendre le trône alors qu'elles connaissent rien à rien, elles ont vraiment pas développé leur magie ni rien. Et les 4 mecs ils sont en mode je ne crois pas non, c'est nous qui nous sommes entraînés toute notre vie pour monter sur le trône en fait. Et donc c'est de là que va partir le bullying parce que on est dans un monde où c'est expliqué dès le début où les fées c'est pas des humains. Donc ils ont pas la même morale en fait, ils sont très très brutaux. Mais très, si tu veux quelque chose il faut te battre pour l'avoir et c'est voilà, c'est vraiment pas la même morale que les humains. Donc nos deux jeunes filles elles vont arriver là-bas, elles vont être là, ça va on vous dérange pas, genre vraiment elles vont arriver à l'école, elles vont se faire bully mais des trucs graves quoi, et elles se tournent vers les personnes d'autorité, genre vers les profs etc. Elles sont en mode personne ne dit rien. Les professeurs ils répondent bah non, dans notre monde c'est comme ça, et donc bravo aux bullies d'avoir gagné par la force. Donc c'est des trucs où même là on a nos jeunes filles, elles sont moins fortes physiquement que certains garçons, et des garçons ils veulent utiliser leur force physique pour gagner un truc. Et elles sont là mais c'est pas juste, et les fées ils sont en mode bah si, dans notre monde c'est comme ça. Et donc, et c'est très... Bah en fait du coup c'est expliqué, et en soi j'étais en mode... Bah c'est expliqué, vous voyez ce que je veux dire, enfin, c'est dit que c'est pas la même morale, et c'est justement ce truc qui est intéressant de voir que les jeunes filles vont devoir changer elles leur propre morale pour pouvoir survivre dans ce monde. Et s'adapter à ces trucs complètement what the fuck, et aussi apporter un petit peu de leur humanité dans ce monde pour le rendre meilleur, mais elles ont du mal parce qu'elles sont personnes là au milieu. C'est plein de rebondissements, de drama, c'est très écrit à la jeune, à l'adolescente. On a pas Facebook mais on a Facebook, genre Facebook. Et tous les élèves sont sur Facebook et ils écrivent des trucs les uns sur les autres, ils se bullient sur Facebook, là, oh là là, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs, c'est affreux. Nos jeunes filles ont un bon caractère déjà dès le départ, et donc elles arrivent là-bas, elles vont pas se laisser faire, et c'est du drama et c'est du n'importe quoi, il y a des trucs rocambolesques dans la saga, mais j'adore, incroyable, et ça a pris vraiment des trucs qui me trigger à la base, genre Facebook, genre l'ambiance lycée où tout le monde se tire dans les pattes, où tout le monde se bully et machin, j'aime pas. Mais sauf que là nos filles sont hyper combattantes, tout le monde est hyper combattant en fait dans ce monde, et donc les personnages se vengent entre eux les uns les autres, et quand il y en a un qui fait une crasse à quelqu'un, bah, ce quelqu'un va refaire une crasse à cette personne, et genre c'est un petit peu la revanche, et je crois que c'est pour ça que j'ai bien aimé, c'est parce que ça aborde les trucs qui m'ont trigger au lycée, mais en mode revanche. en mode on se bat. Genre, et donc je sais pas, c'est ça que j'ai aimé. Et c'est complètement rocambolesque, c'est complètement what the fuck, mais j'ai adoré. Donc voilà, après je suis partie sur un binge, mais alors j'ai lu le tome 1 que j'ai adoré, mais il y a beaucoup de bullying dans le tome 1. Le tome 2, on a encore du bullying, mais on a le commencement de la vengeance des deux jeunes filles. Donc elles commencent à se venger, mais très salement en plus. Ah là là. C'était trop drôle. Et on découvre un peu plus sur nos héritiers, etc. On avait un peu plus le monde mis en place et la magie, etc. mis en place dans le premier. Là on utilise un peu plus la magie parce que les filles ont découvert
qu'elles avaient de la magie, qu'elles pouvaient l'utiliser et donc elles font un peu plus de trucs. Mais c'est vraiment crescendo où elles ont vraiment pas beaucoup de pouvoir comparé aux autres et plein de trucs rocambolesques. À la fin il y a un gros cliffhanger, un gros combat, une bataille de fou là où tout à coup nos amoureux sont séparés, nos amoureux sont vraiment... il y a 2 couples en fait là-dedans pour les 2 jumelles. Et les amoureux à la bataille de fin ils sont vraiment en mode je t'aime, moi aussi je t'aime. Et après, donc en fait ils meurent pas. Et après il y a ce tome 3 qui est mon préféré, que j'adore, où ils se sont dit je t'aime à la fin du tome 2 et s'ils étaient en train de mourir. Et en fait à ce tome 3 ils sont en mode ah en fait on n'est pas mort. Bah en fait il s'est rien passé. J'ai rien dit. T'as entendu quelque chose toi? T'as entendu j'ai rien dit. J'ai rien dit moi perso, moi. T'as dit quoi toi? Bah moi j'ai rien dit. Et donc ils sont vraiment comme ça. Et donc les couples repartent comme ça dans des quiproquos où ils font comme si la scène super intense ne s'était pas passée. Ça m'a fait rire mais c'était grave drôle. En même temps c'est pas trop frustrant parce qu'on a des interactions entre nos couples en fait. Et oui ils font que de se séparer. Ils font que d'être séparés par certains trucs et de se remettre, d'être à 2 doigts d'être ensemble et de se séparer. Mais ils ont quand même des interactions et des scènes olé olé et des trucs sympas, mignons tout au long du bouquin, même si on finit toujours par les séparer. Donc du coup c'est pas trop frustrant. Il y a quand même des choses qui se passent. Incroyable, j'ai adoré ce tome 3. Il est trop bien, c'est mon préféré. C'est celui que j'aime le plus, c'est mon favori. Et puis je voulais vous parler du tome 0.5 aussi que j'ai lu, enfin j'ai bingé hein. 0.5 qui se lit, alors selon moi, alors comme c'est le tome 0.5, les gens le lisent avant le tome 1. Je tiens à vous dire que ça n'a aucun sens. Parce qu'on ne comprend rien si on lit ça avant le tome 1. Mais rien, je sais pas comment les gens ont compris. En fait, je vous conseille même d'ailleurs de le lire après le tome 2 parce qu'il y a vraiment un truc qui se... Ou même après le tome 3 même je crois. Je crois que je vous avais dit ça dans mon vlog. Non, après le tome 3. Non, lisez après le tome 3. Parce qu'il y a des trucs qui se révèlent dans le tome 2 et le tome 3 qui sont dits là-dedans, mais qui seraient spoilés en fait. Et donc à chaque fois je suis là, comment ça 0.5? Donc lisez ce petit tome si vous voulez le lire. Lisez-le après le tome 3. C'était ça que je voulais vous dire parce que je comprends pas pourquoi c'est écrit 0.5. Mais donc j'ai bingé et j'ai bingé jusqu'à... Oh. Ils sont lourds ces livres. J'ai lu... J'ai lu aussi le tome 4 que j'ai emmené avec moi en vacances à la plage. Et j'étais accro, j'étais dans un endroit... Vous avez vu dans mon vlog où je lis ce livre, j'étais littéralement à la plage en train de manger un burger, genre ma meilleure vie. J'étais trop bien, j'étais au meilleur endroit, c'était trop beau. Mais je pouvais pas m'empêcher de... Je pouvais pas me détacher de ce truc là. Donc du coup même pas je profitais de si... Not Sex and Sun. Oh, c'était vraiment ça, c'était The Sea, Sex and the Sun. Genre vraiment the only sex we can have. Anyway, je pouvais pas me décrocher de ce bouquin, j'ai lu là-bas, c'est très rocambolesque aussi dans ce tome 4, oh là là, les choses qui se passent, et c'est douloureux. Genre les cliffhangers et les décisions des autrices par rapport à nos personnages qu'on aime bien. Elle décide de les séparer mais d'une manière... Ça fait un coup hein. Donc voilà, donc on souffre. J'ai continué à souffrir dans ce tome combien 5. J'ai souffert et de temps en temps il y a des trucs hyper mignons et hyper cool avec tous nos personnages qui sont réunis, on est là oh. Et après il y a un truc dramatique qui se repasse, on est là mais purée. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Et en effet ça ne s'arrête jamais. Donc j'ai lu jusqu'au tome 6 en entier et je me suis arrêtée là à la fin du tome 6. Il me reste encore le 7, le 8 à lire et le 9 qui va sortir je crois. Parce que c'est une saga qui ne s'arrête jamais. Parce qu'à la base ça a été écrit sur Kindle Unlimited, donc sur l'abonnement Kindle par les autrices. Et sur l'abonnement Kindle en fait elles sont payées au nombre de pages. Au nombre de pages que les gens lisent. Et donc elles ont commencé leur saga et puis elles ont fait... des tomes et des tomes, ça pourrait se finir en 3 secondes hein, mais elles font durer le truc sans 7 ans parce qu'elles sont payées par le nombre de pages donc voilà. Mais j'ai adoré. Un truc que j'ai pas adoré par contre, j'ai testé, j'avais reçu de la part de Hugo Roman cette nouvelle série, donc Les Loups du millénaire de
Sapir et Inglard dans leur collection Romantasy. Et j'ai testé, ouais, mon marque-page il est encore là d'ailleurs. Et mon dieu, c'est pas du tout, c'est un gros flop pour moi, voilà, cette lecture, parce que j'ai pas aimé du tout. C'était pareil, c'était un truc qui était à la base pas sur Wattpad mais sur Galatea, je crois ça s'appelait. C'était pareil, une plateforme en ligne où on peut mettre son texte comme ça et écrire chapitre par chapitre, un peu comme Wattpad. Et c'est une histoire de loup-garou, mais très olé olé déjà. La seule raison pour laquelle c'est Romantasy, c'est parce que c'est des loups-garous, mais à part ça, enfin pour l'instant dans ce tome 1, il n'y a rien d'autre. On est dans notre monde, aux États-Unis je crois. Notre jeune femme qui s'appelle Sienna, qui est vierge bien entendu, qui n'a jamais... Donc du coup elle est vierge, c'est la même chose. Et qui... En fait il y a un truc chez les loups-garous, chaque année il y a les chaleurs là, ils deviennent fous, zinzin, niveau olé olé, et ils se sautent tous dessus. Et c'est un truc de loup, et c'est un truc de... Voilà, qu'on reprend des animaux un peu. Et elle, à cette période-là, bah, elle a toujours eu du mal parce que bon, elle s'est jamais trouvé un petit copain et tout. Donc à chaque fois, elle essaye de s'échapper pour ne pas se faire sauter dessus, là, à cette période-là. Et en fait, il s'avère que cette année-là, à cette période-là, l'alpha de la meute va lui sauter dessus et va lui dire « Tu es à moi ». Et voilà, c'est à peu près ça l'histoire, franchement. Et c'est pas très bien écrit, c'est pas très bien traduit non plus. On a des trucs où à chaque fois beach, par exemple, en anglais, quand on dit beach, c'est devenu un peu plus un mot, un peu une ponctuation un petit peu en anglais. En mode la ponctuation putain. Vous voyez, quand on dit putain en français, on est là, ah putain. Mais on veut pas dire le mot putain, vous voyez ce que je veux dire. Donc bitch c'est la même chose en anglais, et là à chaque fois c'est traduit par salope. Et donc du coup, voilà, il y a ça dans tout. Il y a des passages où ils s'envoient des messages sur le téléphone, on comprend rien. À la base c'est pas très bien écrit non plus. Et donc voilà, et après tout le truc étant que ce soit spicy, olé olé et tout, et qu'ils sont censés se sauter dessus, ils ont la fièvre là du samedi soir et machin. Et en fait, spoiler alerte, papa rentre dans maman au dernier chapitre, au dernier chapitre. Donc en fait c'est toutes des petites scènes avortées là tout du long, où je vous jure c'est à chaque fois la même chose, où ils sont à deux doigts de faire la chose, on est là ok, et la jeune fille d'un coup dit non je ne veux pas, et elle se barre en courant. Et c'est comme ça, mais beaucoup, il y a que ça dans ce livre, et c'est que ça. Et pour dire que c'est un truc spicy etc, je me disais mais au moins finissez les scènes spicy au moins quand même. Bah non. Et non, il y a rien. Bref, voilà. C'était un flop pour moi, mais voilà. C'est tout. Ensuite, j'ai lu Zodiac Academy, j'ai enfin lu autre chose. J'ai testé de lire ce livre, je l'ai DNF, je l'ai pas fini, j'ai arrêté à 60%. Alors ça c'est moi tout craché. J'ai arrêté genre à ça. Parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Je l'avais vu recommandé sur un compte d'une bookstagrammeuse que j'aime bien, qui avait dit que c'était de la romantasy et que c'était bien. C'est un peu plus de l'urban fantasy. J'ai du mal avec l'urban fantasy en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais on est dans notre monde à peu près, je dirais. J'ai l'impression qu'on est dans notre monde, mais un petit peu changé. Mais on est dans notre monde, genre ils ont des voitures, des téléphones, vous voyez ce que je veux dire. Et on a une jeune femme qui... C'est très confus, donc même moi je me rappelle plus de... Alors que je l'ai lu il y a pas si longtemps, mais je me rappelle plus, parce que c'est très confus. Pour expliquer le monde de fantasy, notre jeune femme c'est une sorcière. Et le truc qui est cool, c'est qu'elle a une famille super cool, où elle a deux mamans qui sont trop badass et je les aime trop, et elle a plein de sœurs. Et voilà, et leurs familles sont très proches et tout, donc ils étaient hyper sympas. Mais donc nous, notre jeune femme, elle sortait avec un humain, parce qu'en fait elle c'est une sorcière, et dans ce monde là on a les Illuminated qui sont des... je sais pas, on a des sorcières, on a des loups-garous, et on a les humains qui sont un petit peu considérés comme moindres un petit peu, mais qui vivent tranquillement dans leur partie du monde. Et elle était en train de date un humain.
Donc elle était en couple avec un humain qui l'a hyper maltraitée et trigger warning pour relation hyper toxique au début avec son ancien copain. Et surtout qu'elle est plus size, donc c'est une héroïne qui est grosse et qui se faisait du coup insulter par son ancien copain qui lui disait qu'elle était trop grosse et tout, bref. Insupportable le truc. Et en fait elle finit par se faire larguer ou le quitter, je sais plus. Mais donc on la retrouve, elle est plus avec lui mais elle est toujours traumatisée. Et il y a un monsieur qui va revenir Don Seizu qui est son ami d'enfance à elle, qui s'appelle Finn. Avec qui, enfin en fait c'est son crush d'enfance, elle était amoureuse de lui. Lui c'est un Illuminated, je sais toujours pas ce que c'est. Et elle était amoureuse de lui quand elle était jeune. Ils sont sortis ensemble un petit coup quand ils étaient adolescents et après il lui a brisé le cœur et il est parti à l'université et elle s'en est jamais remise. Et là il revient en ville et il veut la reconquérir et elle est en mode mais ça va pas, tu m'as brisé le cœur. Et en fait il y a une histoire. Donc voilà, l'histoire c'était un peu ça, sous fond de il y a des sorcières, il y a des Illuminated, je sais pas trop ce que c'est. Et au final ils vont avoir un rôle à jouer ces deux là où ils vont devoir se marier et se mettre ensemble parce qu'il y a une prophétie avec leur enfant. Donc déjà tous ces trucs là j'étais un peu... Bon. Mais j'avais adoré, en fait j'aimais trop le monsieur là dedans, le boyfriend là. Le monsieur qui s'appelle Finn, c'était le book boyfriend parfait, il était trop cool, je l'aimais trop. Les scènes olé olé étaient trop cool aussi, leur relation était trop bien, mais en fait tout le reste je m'en fichais. Et donc du coup c'est pour ça que je suis arrivée à 60% parce que j'avais trop hâte pour leur relation et tout et ça commençait à se concrétiser à 60%. Et une fois que ça se concrétisait et qu'on partait dans le monde de fantasy et dans autre chose, j'étais en mode en fait je m'en fous. Donc voilà, c'est ça le problème de ce livre, mais en soi... Romance hyper bien faite, hyper cool la romance. Pourquoi il a bougé tout seul? Mon appareil photo a bougé tout seul, mais hello les fantômes. Enfin bref. Voilà. Ensuite j'ai lu Fourth Wing de Rebecca Yarros. C'est la nouvelle sensation. La sensation TikTok comme on dit, sauf que là c'est pas TikTok, c'est la sensation TikTok, Instagram, YouTube, tout le monde est leur mère, tout le monde est leur maman. C'est d'ailleurs très très surprenant parce que les gens s'y attendaient pas, et l'autrice en elle-même s'y attendait pas parce que c'est une autrice à la base de romances contemporaines qui a écrit d'autres romances contemporaines. Elle a écrit notamment Cher Ella en français, si vous connaissez, qui est une romance militaire où c'est une jeune femme qui envoie des lettres à un militaire et je sais pas quoi et c'est un drame et tout. Et j'ai jamais osé lire parce que j'ai pas envie de pleurer. Voilà, mais à la base Rebecca Yarros elle écrivait ce genre, enfin elle écrit ce genre de romance contemporaine. Elle était quand même assez connue dans le monde de la romance contemporaine, mais pas du tout dans le monde de la romantasy. Et là elle a sorti cette romantasy avec des dragons et ça a percé, mais d'une manière phénoménale. Tout le monde a commencé à en parler sur TikTok, sur Bookstagram, sur YouTube. Tout le monde a dit c'est trop bien, c'est comme Akotar mais avec des dragons, c'est trop cool, on aime trop, machin. Et en fait ça a percé de fou, surtout qu'il est sorti comme ça, le livre, les éditions pour les américaines en tout cas, parce que bien sûr pas pour les anglais, puis pas pour nous, puis bref, j'ai eu du mal à l'avoir. Mais en tout cas tous les américains avaient ce livre avec les spread ages comme ça dans leur librairie. Et donc c'est hyper bon marketing, vous voyez ce que je veux dire. Et tout le monde a lu ça. Et les gens qui critiquent, du coup les gens qui critiquent c'est les gens qui ont l'habitude de lire de la fantasy, notamment de la high fantasy ou de la high romantasy je dirais, comme The Serpent and the Wings of Night ou des trucs comme ça qui sont un peu plus développés, alors que là Rebecca Yarros elle nous a fait une romantasy mais new adulte, mais vraiment new adulte, c'est-à-dire que c'est pas young adulte mais c'est pas adulte, c'est new adulte. C'est entre les deux et c'est vraiment, ça se voit, ça se sent vraiment dans l'écriture, dans le développement des personnages, le développement de la romance, le développement du monde de fantasy. On voit que c'est un niveau new adulte en fait, et elle a écrit ça aussi comme une romance new adulte. Et donc on a des ficelles et des trucs qui se retrouvent vraiment dans les romances contemporaines nu adultes à la Hugo Roman, vous voyez ce que je veux dire, et qui sont là-dedans intégrés dans un monde avec des dragons, de la fantasy et tout. Et donc ça rend la romantasy hyper accessible au final. Et je pense que c'est pour ça que ça a percé.
et j'ai adoré, c'était vraiment trop bien. En lisant dès le début, bon je me suis dit heureusement que j'avais pas des... Enfin j'avais quand même des expectations, comment on dit en français, purée. Je m'attendais à... Je sais pas parler français, je sais pas. Je m'attendais à ce que ce soit super bien, donc du coup mon niveau de... Mes attentes... Après c'est parce que c'est pas du tout pareil. Mes attentes étaient très très hautes. Et donc du coup quand j'ai découvert que c'était du new adulte et que c'était écrit comme du new adulte, j'étais un peu ah c'est pas trop développé. Mais en fait c'est bien fait pour le genre que c'est. Et j'ai adoré, c'est incroyable, c'est un de mes livres favoris de l'année, je l'aime trop. C'est un de mes nouveaux livres préférés comme Akota où je fangirl, où j'achète des stickers, des posters, des machins. Je suis à fond, je suis à fond dans cet univers, j'aime trop. On a une jeune fille qui est en plus... qui a un handicap, en fait elle a un syndrome au niveau des jointures, je dirais en français, je sais pas comment ça se dit, mais qui fait qu'elle a les jointures très fragiles en fait et elle se casse hyper facilement les bras, les jambes et les jointures du coup, et en fait elle va devoir être conductrice de dragon. J'aime bien dire ça. Parce qu'on est dans une école de conducteurs de dragons. À la base, elle devait être scribe. Donc elle devait être chez les intellos, ranger les livres, ranger les archives, etc. Écrire des choses. Elle devait faire ça, sauf que sa mère l'oblige à être conductrice de dragons. Et donc elle va devoir faire ça alors qu'elle est déjà plus fragile que les autres et tout le monde pense qu'elle va pas y arriver, mais que nenni ma foi. Il y a une romance enemies to lovers entre elle et un monsieur qui est responsable de la mort de son frère à elle, et elle, sa mère, est responsable de la mort de toute la famille du monsieur. Donc vraiment ils s'aiment pas, mais alors ils s'aiment pas hein. Donc voilà, et enemies to lovers et plein de magie, les dragons sont incroyables. Je les aime trop, ils ont leur propre personnage, en fait ils parlent par pensée, mais ils ont leur propre caractère, ils ont leur propre façon de faire aussi, parce que c'est pas des humains. Et ils sont incroyables, ils sont trop cool, c'est drôle, c'est olé olé comme il faut, c'est tout ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut dans la romantécie, mais vraiment du new adulte. C'est pas du young adulte parce que je vous dis il y a du olé olé, il y a des scènes assez compliquées parce que c'est quand même assez violent pour survivre dans cette école. C'est pire que Poudlard, je dirais même, c'est pire que Zodiac, c'est un peu comme Zodiac Academy où ils sont à deux doigts de mourir toutes les 5 minutes dans cette école, donc c'est un peu violent quand même. Donc c'est pas du young adulte, mais c'est pas du adulte en même temps parce que c'est pas hyper développé, c'est du new adulte et c'est très très bien et c'est très cool et ça va être traduit chez Hugo Roman, vous le savez, j'ai eu l'info. J'ai eu l'info, j'ai fait fuiter. Désolée, j'ai fait fuiter. Ensuite, j'ai lu The Book of Azriel, dont je vous parlais au début, que je confonds avec Nightshade. Mais c'est pareil parce que c'était une urban fantasy où... Je sais plus du coup. Là, c'était un truc de démons et de dieux. Où notre monsieur, c'est un dieu dépressif. Alors, en fait, c'est ça que j'aimais bien. Pareil, je crois que j'ai DNF à 60% ou je sais pas combien. 71%, purée. Parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien le fait que le monsieur soit dépressif et que dans la romance il y a cet aspect santé mentale et tout, mais tout le reste je m'en foutais, donc c'était un peu le même truc. Mais Urban Fantasy, notre monsieur c'est un dieu, son monde a complètement collapsé, il y a eu une guerre, tous les gens qu'il connaissait sont morts, lui il est pas mort parce qu'il est immortel, donc il peut pas mourir, donc il est tout seul sur son bout de monde qui reste et il sait pas quoi faire, il est tout seul, il attend, il est dépressif et en fait il va être rappelé sur Terre parce que sur Terre il va se passer du bazar là avec les démons, il y a quelque chose qui va pas et donc lui il est rappelé sur Terre en mode sauve la Terre parce que là on est en train de mourir, et lui il est complètement out quoi, il est complètement déprimé, dépressif et il arrive là-bas, il est là non enfin il est déprimé, il est dépressif et je relatais beaucoup à son état. Et bref, il va rencontrer une jeune femme qui est très badass et très énervée et très violente aussi qui est une jeune femme qui vit depuis longtemps aussi, elle a des millénaires également parce que en fait elle allait mourir à un moment il y a des millénaires. Elle était dans le désert en train de mourir avec sa sœur, sauf qu'elle a fait un pacte avec le diable là, avec un démon je sais pas quoi, pour vivre forever, pour vivre pour toujours.
avec ce démon et depuis elle est obligée de rester avec ce démon. Ils ont une relation hyper toxique et tout, et elle devient de plus en plus méchante parce qu'elle est devenue un démon, etc. Mais ce monsieur, ce dieu va revenir de son pays là, sa planète, c'est même des planètes. Ils vont devoir travailler ensemble, ils vont tomber amoureux et voilà, et c'est très urban fantasy où elle sort son téléphone et enfin, truc comme ça. Et j'aimais bien le fait que les deux aient des problèmes de santé mentale et les deux commençaient cette relation où ils avaient ces problèmes et ils réglaient ces problèmes de manière très, très saine, et c'était vraiment bien fait et j'aimais bien cet aspect là, mais c'était tout ce que j'aimais bien. Le reste, le monsieur qui est un dieu là, qui est censé être dans une autre planète, machin, bidule, truc, le dieu tout puissant là, il s'appelle Liam. Pour moi, Liam, c'est Liam Payne des One Direction. Et donc, ça cassait tout. Genre, le monsieur, c'est un dieu, c'est un machin. Il avait d'autres noms qui faisaient plus dieu. Il s'appelait Sam Kiel ou je sais plus tout, des noms de dieux. Mais non, il insiste pour qu'on l'appelle Liam. Parce que c'est un nom qu'il a eu sur son autre planète et c'était ridicule, bref. Voilà, et donc j'ai dit NF à 71%. Mais ça va être traduit chez Bookmark. Et si vous aimez l'urban fantasy, la Bitolita, vous allez, je pense, aimer. Parce que en soi, c'est bien. Jusqu'à 71%, j'étais en mode oh, j'aime bien, mais après, est-ce que je suis à fond? Non. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté. Voilà. On va bientôt finir, je vous jure, oui, je sais, c'est long. J'ai lu ces deux livres-là dans un vlog parce que je les ai reçus de la part de la maison d'édition, donc qui est une nouvelle maison d'édition, Corrigan, qui publie de la romance Tessie. Et donc ici on a Le cœur du prince corbeau de Tessonia Odette, qui est en fait un retelling de Cendrillon. Donc on part sur retelling de Cendrillon qui suit assez bien l'histoire quand même de base, le conte. On est avec des fées, on est dans une romance Tessie, on a cette jeune femme qui s'appelle Amber, donc Ambre, donc ça fait penser à Cinder et aux cendres, l'ambre, vous voyez, bref, Cendrillon, qui va devoir épouser le prince qui est très prince, qui est très chiant, voilà, qui est tout princier là et qui est chiant et qui a été élevé en étant prince et il est très gâté, etc. Et il n'arrive pas à se trouver de copine bien parce qu'il est difficile, le monsieur, il a jamais eu vraiment de connexion avec quelqu'un. Et en fait il va être obligé de se marier à une autre princesse, sauf que cette autre princesse, elle va se barrer. Ça me fait beaucoup rire à chaque fois, elle se barre, elle se barre et c'est Amber qui va prendre sa place, donc Cendrillon, qui est à la base une fille qui a été maltraitée par sa belle-mère, qui a des conditions de vie hyper compliquées et qui par hasard va se retrouver au château et qui par hasard va se retrouver avec notre prince. Et après on part plus dans des trucs, on s'éloigne un peu plus de Cendrillon, on part plus dans des trucs de fantasy. J'ai beaucoup aimé, j'ai lu jusqu'à la moitié, après j'ai arrêté parce que do I have the time, j'avais pas le temps. Mais j'ai beaucoup aimé et je pense qu'en soi je pourrais le lire jusqu'à la fin et ça peut être un 3 étoiles ou un 4 étoiles au final. Au final, si vraiment la fin est incroyable. Mais je savais que ça allait pas être au-dessus, que ça allait pas être un coup de cœur, donc c'est pour ça que je me suis arrêtée parce que j'avais d'autres trucs à lire. Mais je peux sans souci le reprendre et je peux sans souci aussi lire les autres tomes. Parce que j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé l'écriture. Il y avait quelques petites phrases qui étaient un peu trop modernes à mon goût pour dire que c'était un retelling de Cendrillon et qu'on est vraiment dans un monde médiéval, etc. Il y avait vraiment des insultes et des trucs comme ça qui sont très modernes, très de chez nous, vous voyez. Et donc ça correspondait pas trop à l'univers. Mais voilà, il y avait quelques petits trucs comme ça. Mais en soi, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment sympa, c'est juste que je me suis dit, est-ce que c'est un coup de cœur? Non, donc du coup, voilà, mais je pourrais continuer. Et puis j'ai lu celui-là, donc, enfin j'ai DNF aussi, celui-là, Un royaume d'ombre et d'épines de L.G. Andrews, qui était une romance Tessie inspirée des vikings, du folklore en rapport avec les vikings. J'ai lu vraiment que le début, je me suis arrêtée assez vite parce que je trouvais que la romance n'était pas assez bien faite à mon goût et les jeunes gens se sont rencontrés, les jeunes gens de la romance là, et la manière dont ils communiquaient, la manière dont ils se parlaient, ils se rencontraient, etc. et dont la romance se développait, ça me plaisait pas en fait parce que c'était pas naturel en fait, je trouvais ça pas très naturel, mais c'est l'histoire d'une princesse, viking qui va être rebelle et qui va changer le monde comme d'habitude, mais donc voilà. Et puis lui, le monsieur,
C'est un monsieur qui est... J'ai même pas compris il était quoi, je crois il est garde du corps. Les gens ont dit que ça ressemblait vraiment à From Blood and Ash, mais je sais pas parce que j'ai pas lu From Blood and Ash, donc le sang et la cendre. Où lui c'était son garde du corps à elle, ou je sais plus quoi, ou un officier, ou je sais plus quoi, et elle doit épouser quelqu'un, elle a plusieurs prétendants, et lui il doit choisir ses prétendants à elle. Sauf qu'au final elle va être amoureuse de lui. Voilà, et ils vont se rebeller et machin bidule. Mais voilà, j'étais pas vraiment à fond dans l'écriture et dans la manière dont la romance se développait, donc du coup j'ai vite arrêté. J'ai un torticolis, j'en peux plus, donc on va s'arrêter sur la guilde. Même si j'ai lu. Je me suis arrêtée à la partie 2 du tome 2, bref. C'est compliqué. Donc ici c'est la guilde des ombres de Anatrice que j'ai commencé avec les poches qui sont sorties. J'allais dire en français, mais c'est une autrice française qui sont sorties en poche chez Pocket. Mais il y a aussi des grands formats chez Plume Blanche, les éditions Plume Blanche. Et en fait, dans les éditions Plume Blanche, on a le tome 1 partie 1, et c'est ce tome-là. Ensuite, on a le tome 1 partie 2, et c'est ce tome-là. Ensuite, on a le tome 2 partie 1, le tome 2 partie 2, le tome 3 partie 1, le tome 3 partie 2, donc il y a 3 tomes en 2 parties à chaque fois. Et donc ça c'est le tome 1 partie 1 et le tome 2 partie 2 que j'ai lu en poche. Donc c'est de la aïe 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 fantasy. Je viens d'inventer un nouveau truc avec ça, attendez, j'ai mon t-shirt qui est là. De la aïe 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 fantasy. J'ai inventé ce nouveau terme parce que je suis bête, mais aussi parce que en fait c'est de la high fantasy comme ils appellent ça. Donc high ça veut dire haut en anglais, et donc on a high et low et medium et machin, donc on a la fantasy haute, la fantasy basse, la fantasy medium, machin, bref. Ça c'est de la high fantasy parce que c'est vraiment de la fantasy adulte où il y a beaucoup de descriptions, où c'est très développé, où c'est très long. Et c'est dark aussi, c'est aussi de la high fantasy mais dark parce que les sujets sont très compliqués, c'est très dark. Mais donc c'est de la high fantasy, et moi j'ai dit c'est de la aïe 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 fantasy parce que j'avais mal à la tête, parce que c'est long, c'est très long. C'est très long, c'est très long, et donc j'ai dit c'est la aïe 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 fantasy, ça fait mal à la tête. Mais c'est un genre que je suis pas habituée à lire, je lis plutôt de la romantasy et de la romantasy voilà, young adulte, nu adulte, pas forcément très high dans la fantasy. Et là j'ai bien aimé, en fait je dirais pour cette saga, je me suis arrêtée à 80% de la partie 2 du tome 2, donc il me reste le tome 3 à lire. Je pense que toute cette saga est un mini coup de cœur en fait, parce que ça m'a fait bien aimer la high fantasy, et j'ai été captivée et j'ai adoré les personnages et le monde, même si à la base c'est pas mon style de prédilection, mon genre de prédilection. Et donc petit coup de cœur sur cette saga, je mettrai 4 étoiles à tous les tomes parce que pour moi c'est trop long, il y a des trucs qui me correspondent pas et c'est trop long, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré cette histoire, j'adore l'écriture de l'autrice, j'adore les personnages, et donc du coup petit coup de cœur pour cette saga, mais coup de cœur 4 étoiles, vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc ici on suit une jeune femme qui s'appelle Panama et on la suit depuis qu'elle a 11 ans au début, non, oui je crois qu'elle a 11 ans au début de ce tome, et en fait elle est dans un orphelinat. Elle va être adoptée par des gens de la guilde des ombres, des messieurs qui viennent la chercher, qui font partie de la guilde des ombres, et qui vont la transformer en assassin parce qu'en fait elle a un don de mort, donc elle peut tuer des trucs quand elle touche des trucs. Si elle touche quelqu'un et qu'elle veut qu'il soit mort, le monsieur est mort. Voilà, donc elle a un don de mort, donc eux ils vont la recruter à 11 ans là, dans la guilde des ombres, la former pour qu'elle devienne assassin, pour qu'elle devienne meurtrière, machin. Et voilà, on va la voir évoluer dans ce truc là. On est vraiment dans un monde de fantasy tout développé où on a plusieurs guildes, on a les gens qui gouvernent, etc. On a des rebelles, des rébellions, des machins. On est dans un monde très médiéval, très dark, très gore, très dur, où la condition de la femme, voilà, disons que les femmes, la plupart des femmes dans ce bouquin, à part Panama qui a le don de mort et donc du coup elle va devenir
va devenir assassin, mais sinon les femmes travaillent dans des bordels ou bien sont à la rue et sont très maltraitées, c'est très misogyne, c'est très... Voilà, il y a plein de trucs très dark là-dedans, les enfants meurent de faim, enfin voilà, c'est un monde médiéval, dark, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi déjà j'étais un peu triste parce que quand même c'est triste d'être dans un monde comme ça où on a tous ces trucs qu'on n'aime pas, la misogynie et la fin dans le monde et les méchants et tout, et j'étais là je pleure moi, mais et en fait on reste dans cette ambiance très longtemps, même toute la saga. Donc il faut savoir ça dès le début, ça va pas être votre lecture cocooning c'est de la dark. C'est une lecture qui prend aux tripes comme disent les brookstagrammeurs, en ce moment j'ai vu ça dans plein de reviews, ça prend aux tripes, c'est vraiment ça, ça fout mal à l'aise, ça fout mal, ça fait ressentir des émotions un petit peu négatives entre guillemets, mais parce que on peut pas ressentir des émotions positives face à des humains qui galèrent en fait, qui ont du mal, donc c'est ça. Et puis on a tout notre monde de fantasy, on a des elfes, on a des elfides, on a des nains, on a voilà plusieurs et on a des dragons également. Et Panama, elle va devenir une assassin petit à petit, elle va faire partie de la guilde et elle va se faire des amis, des amoureux également. Au départ elle a 11 ans, à la fin de ce tome 1 elle a 16 ans. Comment ce tome, enfin cette partie 2 elle a toujours 16 ans, tout le long de cette partie 2 il se passe des trucs vraiment horribles pour elle et très... C'est des trucs qui arrivent à des adultes en fait, et quand on se rend compte qu'elle a 16 ans, on se dit oulala, notamment dans la romance, c'est une dark romance, il y a de la romance dans le tome 1, je dirais qu'il y a de la romance, mais il y a de la dark romance. Et ça fout mal à l'aise, voilà. Il y a de la dark romance, ça fout mal à l'aise. Si vous voulez romance un peu moins toxique, un peu plus mignonne et meilleure romance, ça va être à partir du tome 2. Donc voilà, quand on dit qu'il est slow burn, le slow burn est slow, est très slow, on pète un câble. Notamment je me suis arrêtée à la partie 2 du tome 2 à 80% parce qu'il allait enfin se passer un truc, je vous jure, j'ai lu partie 1 tome 1, partie 2 tome 1, partie 1 tome 2, partie 2 tome 2, j'arrive à la fin de la partie 2, il y a enfin un truc qui va se passer qu'on attend depuis, ça fait longtemps, hein. Enfin, et en fait le truc est avorté. Et genre, j'avais pas le livre sur moi, mais j'aurais pu balancer le livre. J'aurais pu. Ah, j'aurais pu. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée à 80% et un jour quand j'aurai assez de patience, je continuerai cette saga. Mais le burn est slow. Le burn est très slow. Donc voilà, et c'est très développé, il y a des grandes descriptions, il y a beaucoup d'emphase sur les stratégies de guerre, comment marche ce monde de fantasy, la politique, etc. Ce qui fait que du coup il y a des énormes paragraphes et des énormes chapitres où on parle de ce genre de choses et de la politique et des stratégies de guerre, et je suis en mode... Je lis mais ça rentre par un œil, ça sort par l'autre. Et donc voilà, et il y a peu de romance, et notamment dans ce tome 1 il n'y a que de la dark romance, donc du coup même quand il y avait de la romance j'étais en mode... Je sais pas si je dois aimer ou pas parce qu'en fait ça me fout mal à l'aise et c'est normal, c'est fait exprès. Donc voilà, mais en soi j'ai adoré cet univers, j'adore les personnages et j'adore le truc avec les dragons. Les dragons aussi mettent... C'est pas qu'ils mettent longtemps à arriver, ils sont déjà là, mais ils sont importants à partir du tome 2 aussi. Donc ça met tout met du temps en fait, et c'est très long. Mais petit coup de cœur sur la saga, j'ai quand même vraiment bien aimé. Voilà. C'est tout. C'est tout pour ce bilan. Ma caméra elle chauffe encore, j'en peux plus, j'en ai marre. Je vais manger une gaufre là parce que parce que j'ai des gaufres. J'ai acheté des gaufres. Je vais manger une gaufre parce que j'ai trop mérité. Bref, au bout de ma vie, mettez un emoji gaufre. Mettez un emoji gaufre parce que c'est ce que je vais aller manger là tout de suite. Et sur ce, je vous laisse tranquille pour cet énorme bilan lecture. Je vais essayer d'en faire plus souvent, mais je vais encore oublier. Bref, des gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Ouais.